C'est mon grand plaisir à vous accueillir à cette conférence avec notre invité ce soir. C'est Vania Kocevic. Elle vient de publier un livre de reconstruction des vies et dans le Moyen-Orient et publié au mois de janvier à l'Université de Manchester. Et on est très content de partager avec vous de la nouvelle de l'apparition de ce projet. Et je suis très content ce soir d'avoir Vania avec nous ce soir. Ce livre, c'est le résultat d'une collaboration très productive entre Vania et MSF. Et pour MSF, plus grandement, globalement, ça marque un point de repère dans la réflexion de l'organisation autour de cette question du rapport entre les patients et l'institution médicale. Ce livre, c'est aussi représente un point de repère, une référence, et on est vraiment content de pouvoir faire la publicité pour le grand. Je ne vais pas parler du projet tellement moi-même. Marc Chagall est le manager du projet du Yémen. Et il va aussi faire une petite introduction. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est de vous présenter à Vania. Vania Kovacic fait partie désormais de Manson Unit. Elle a fait de recherche depuis 15 ans sur le terrain dans l'anthropologie médicale. Elle a un doctorat de l'école de Liverpool de médecine et son premier travail avec MSF avait lieu au Kenya en 2010. Notre collaboration autour de ce projet, dont on va parler ce soir, a commencé en 2017. Vous voyez que le chemin est long. C'est pour ça qu'on est vraiment très content de l'avoir avec nous ici ce soir. Mais je vais terminer en disant que ça a été un grand plaisir de travailler avec vous, Vania, depuis 5 ans. Et avec l'attitude indépendante qu'elle a, nous conduit à des endroits qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et donc, quelques logistiques pour la réunion ce soir. Nous avons jusqu'à 20h30, qui veut dire que nous aurons une cinquantaine de minutes de débat avec Vania. Après, gardez à l'esprit que nous avons l'interprétation, qui veut dire que je vais vous demander de parler lentement et distinctement. Après la présentation de Vania, vous serez en mesure de poser des questions ou via Zoom, en levant la main ou en utilisant l'espace chat, la boîte chat. Donc, je vais donner la parole directement à Marc, mais avant cela, et donc un grand remerciement aux interprètes et aussi aux techniciens qui rendent cet événement possible. Bon, merci beaucoup, Vania. Merci, Marc, aussi. Et je vous donne la parole. Merci et bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup de vous trouver ici. Je suis vraiment très content de faire une petite introduction du projet pour vous donner le contexte avant d'approfondir au cœur du sujet ce soir. Bon, donc l'hôpital à Amman de chirurgie reconstructive a ouvert en 2006, initialement dédié aux Irakiens, mais ça a très vite suivi le printemps arabe et nous commençons à prendre en charge des pays avoisinants, la Palestine, Syrie et Yémen. Et c'est spécialisé ce qu'on appelle chirurgie, la chirurgie maxillofaciale et des victimes de violences de la guerre. C'est important de souligner que les patients, toute cette violence est spécialisée dans la gestion des blessures. La chirurgie reconstructive, c'est un traitement, c'est pas simplement une procédure chirurgicale, mais ça cible à restaurer le corps après une blessure, ensemble avec des réhabilitations physiques et mentales
et avec les traitements en thérapie, physiothérapie et les soins de santé. Et c'est une approche qu'on appelle multidisciplinaire qui veut restaurer le bien-être, autonomie pour les gens qui ont souffert d'une blessure sévère ou avec un risque à vie des invalidités. Et pour restaurer la qualité de vie, donc la qualité de vie, c'est vaste, c'est un grand concept et parfois difficile à cerner. Mais l'hôpital, c'est un endroit où tous les victimes et tous les patients viennent des pays différents et se trouvent ensemble avec des caractéristiques communes en étant blessés, parfois très sévèrement et même défigurés, et toujours avec des fonds, des passés différents. Après presque 10 ans de former le programme, nous avons atteint déjà 4000 patients et presque 10 000 actes chirurgicaux performés, mais elle voulait une revisite interne pas pour dire ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal. Au bon temps, il y a beaucoup de bonnes raisons d'être fiers de l'hôpital et ce qu'on fait, mais on ne s'intéresse pas de savoir à quel point nous sommes bons ou mauvais. On voulait évaluer les résultats des prises en charge que nous avons fournies, pas d'un point de vue chirurgical ou médical ou fonctionnel, mais du point de vue du patient et émotionnel et physique. Comment est-ce que le traitement a été perçu? Est-ce que ça a marché? Et aussi les efforts pour les patients. Tout d'abord, on leur demande d'abord de quitter leur pays, leur famille, pour venir dans un pays étranger. Et parfois, c'est un voyage vraiment long et pénible. Et c'est une nouvelle expérience pour eux. Et nous avons le modèle et le traitement que nous fournissons pour répondre à leurs attentes, pour améliorer leur vie de leur point de vue. Et est-ce que ça les aide à regagner une certaine autonomie? Donc, on est vraiment très content de partager avec vous aujourd'hui et d'écouter Vania, qui, avec sa distance, indépendance et un grand professionnalisme, et avec un résultat superbe de cette étude, et on est vraiment très content de présenter cette étude qualitative, et comme Michael a dit au début, et ça nous a aidé à adapter le modèle pour atteindre les attentes des patients et ce qu'on veut développer à MSF aujourd'hui, c'est-à-dire centré sur le patient. Comment est-ce qu'on peut traduire ça en action, ce modèle centré sur le patient, pour défendre les intérêts des patients. Donc, merci beaucoup d'être là et aussi de me permettre de faire cette petite introduction. Je répète, je suis très content et on est très enthousiaste pour partager ces résultats. C'est une expérience super pour tout le monde. Et donc, je vais donner la parole à Vania. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux, Michael, et aussi votre jolie introduction, Marc. Merci. Et bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus ici dans la pièce et aussi ceux qui sont en ligne. Pour moi, ça me donne le sentiment que c'est un moment assez unique parce que le livre a été écrit il y a assez longtemps et c'est bien de revivre mes souvenirs et mes réactions. Donc, je suis vraiment très content de profiter de cette situation. Je suis consciente qu'il y a ceux dans le public qui sont externes à MSF, que ne sont pas familiers avec ce programme. Donc, je vais rajouter quelques mots pour mettre en contexte le bouquin. Donc, comme Marc a dit, les gens qui sont pris en charge dans l'hôpital d'Amman ne sont pas fraîchement blessés. Ils ont été blessés peut-être il y a même quelques années avant. Et quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont là pour des complications chirurgicales ou des infections. Donc, ils peuvent se présenter
en chaise roulante, sans capacité de marcher ou se mettre même debout. Certains ont des visages complètement défigurés au point qu'ils ne peuvent pas même parler clairement ou manger proprement. Et aussi, ils ont des brûlures aussi dans leur corps. Donc ils se soumettent à un soutien psychosocial, physique, et le traitement peut durer assez longtemps. Et donc, souvent, ils sont à l'hôpital plus d'un an. Et pendant ce temps, MSF couvre toutes les dépenses pour les patients pour voyager en Jordanie et aussi pendant leur séjour pour leur habitation et pour leurs besoins de base. Leurs histoires médicales sont souvent tellement compliquées qu'il n'y a pas de procédure chirurgicale qui existe et pas de protocole existant. Et donc, les chirurgiens qui travaillent à l'hôpital souvent adoptent des approches assez innovatives. Et les chirurgies effectuées dans l'hôpital sont vues comme quelque chose d'extraordinaire et très exigeant, pas simplement pour l'hôpital, mais aussi à l'échelle globale de la chirurgie. Et donc, quand je me suis joint au programme, comme Marc a dit, il y avait un intérêt vrai pour collecter le retour des patients et la qualité de vie. C'était discuté comme une mesure, un outil de mesure. Quand je commençais à examiner le concept même, il apparaissait très commun pour les travailleurs de santé dans l'invalidité, mais il y avait des outils déjà existants qui définissaient la qualité de vie. Et dans le contexte où on travaille, il semblait un peu bizarre parce que les patients sont ça. Ils vivent avec une invalidité permanente, la plupart d'eux, et la plupart vivent toujours dans un contexte de violence. Et donc, en parlant de la qualité de vie, c'était un peu abstrait. Et ça me donnait un intérêt dans le dilemme à résoudre et la façon que j'ai fait pour ce faire. J'ai demandé aux patients même pour définir qu'est-ce que ça veut dire la qualité de vie à eux. Et j'ai employé leur propre définition pour réfléchir sur le programme. Donc ça, c'est le contexte. Bon, désormais, on peut maintenant parler directement du livre. Et c'est basé sur beaucoup de travail de terrain que j'ai conduit en 2017 et 2018 en Jordanie et en Irak. Et ça fait un rapport de plus de 117 cas. Et les travailleurs de santé qui travaillent dans l'hôpital chirurgical et aux patients. Le texte est enrichi avec beaucoup d'observations et donc ça prend le lecteur derrière les portes qui restent normalement fermées à l'intérieur de l'hôpital MSF, mais aussi au domicile des patients où je conduisais mes interviews. Donc, la plus grande concentration du bouquin, c'est en termes de travail et le livre décrit leur voyage à partir du moment que la blessure s'est arrivée au moment qu'ils ont terminé dans l'hôpital MSF et au moment où ils retournent chez eux. Et donc, en ce voyage, ils essayaient de rassembler les morceaux de leur vie privée et des éléments qu'ils ont subis. Ils ont reconstruit une nouvelle réalité qu'ils vivent aujourd'hui. Donc ça, c'est la raison pour le bouquin qui s'appelle la reconstruction des vies. Et ce qui m'a inspiré d'écrire ce bouquin, ce sont les témoignages que j'ai collectés. Ils étaient profondément intimes et très touchants, mais aussi ils portaient tellement de messages importants qui nous aident à regarder les patients et le processus de réhabilitation beaucoup plus holistiquement. Mais ce que j'ai trouvé aussi fascinant, ce sont les histoires des patients, des victimes de guerre, et des travailleurs humanitaires qui portaient quelque chose ultimement humain
quelque chose qui touchait les réactions dans les circonstances les plus extrêmes. Et je croyais que ça pourrait être d'intérêt à toute personne qui est intriguée d'explorer la nature humaine. Et donc, je vous invite désormais d'explorer avec moi quelques-uns de leurs témoignages. C'est le 6 avril 2012, à peu près 20 000 soldats ont envahi le voisinage près de la maison d'Ishmaël. Ishmaël se cachait dans la maison avec d'autres hommes et ils attendaient le moment qu'ils pouvaient partir pour commencer à sauver les gens qui se trouvaient dans les encombres. Mais la maison a été frappée et Ismaël a subi une blessure à la jambe. Et quelqu'un, sans intention, a marché sur sa jambe et ça l'a cassé. Et donc, ils l'ont évacué, ses amis, en le plaçant sur une porte qu'on utilisait comme un brancard. Et il y avait des snipers dans le coin. Et dans les zones aux alentours, il y avait des trous à l'intérieur des bâtiments pour permettre le passage en sécurité. Ils ont réussi à joindre la voiture et quitter la ville. Ils sont arrivés au poste de santé qui était dans une école. Et donc, il y avait un manque des fournitures de base et des étoffes ont été utilisées comme des compresses. Et donc, il est allé à un autre hôpital qui a été soigné par un mécanicien qui, pendant la guerre, il a appris à faire quelques procédures de ça. Et donc, il a été suturé, sa jambe, mais c'était toujours infecté et tout le monde, ça, probablement, allait conduire à une infection plus dangereuse plus tard. Mais dans ces circonstances, personne ne pouvait l'aider mieux que ça. Et donc, le lendemain, il a été amené à l'hôpital du gouvernement. C'est dans la ville de Homs, qui était assez loin de son voisinage. La route était très dangereuse. Ils étaient obligés d'esquiver et ils ont vu des corps partout dans la rue. Et donc, Ishmaël, il a dit autour de la journée, celui qui en sort vivant, ça veut dire que sa mère est en train de prier pour lui. Et en étant blessé, et l'armée du gouvernement présumait que toute personne blessée coopérait avec les opposants au gouvernement. Et ils pouvaient être arrêtés à tout moment chez eux ou à l'intérieur de l'hôpital. Et donc, avant d'atteindre l'hôpital, mais en se réveillant, il a entendu l'infirmière dire que la situation sécuritaire était déjà à leur trace. Et donc, de crainte de se faire arrêter, ils ont resté qu'une heure à l'hôpital. Il a été amené dans le théâtre opératoire. Et après, et donc, il a été placé sur la table d'opération, mais ça a été fait sur une anesthésie locale et générale. After that, ensuite, Ismaël s'est caché. Il a failli mourir à plusieurs reprises. Son état de santé s'est détérioré gravement, ce qu'il a décidé à quitter la Syrie. Le voyage pour atteindre la frontière jordanienne a duré 1 mois et demi et 2 membres de ce groupe qui l'accompagnaient ont été tués par les soldats pendant qu'il faisait ce voyage jusqu'à la Jordanie. Ce n'était pas la fin de la tragédie. Lorsqu'enfin ils sont arrivés à la frontière, les gardes frontières ne l'ont pas laissé entrer dans le pays sans proche de sa famille. Et il y avait d'autres familles syriennes qui ne pouvaient pas entrer non plus parce qu'elles n'avaient pas les documents requis pour passer la frontière. Donc, ils ont dû repartir vers la Syrie et ces familles ont été tuées par les gardes frontaliers syriens lorsqu'elles revenaient dans le pays. Et il se souvient
de cette nuit comme étant l'une des pires de sa vie. Enfin, Ismaël est parvenu à entrer en Jordanie et il a commencé à vivre au camp de réfugiés de Zaatari sans accès de traitement parce que les temps d'attente étaient beaucoup trop longs. Il a commencé à travailler comme un boulanger, ce qui l'obligeait à rester debout 12 heures par jour. Ses blessures se sont réaffectées. La douleur était tellement grave qu'il s'est effondré. Ses amis lui ont parlé d'un hôpital à Amman qui était géré par MSF. Et il a parlé de la suspension de sa détresse lorsqu'il est arrivé dans cet hôpital. Et c'est là que son traitement a commencé. Ismaël n'est que l'un des milliers de civils qui ont été blessés et des autres civils que j'ai rencontrés. Et son histoire était à la fois unique, exceptionnelle, mais bien comparable à d'autres témoignages que j'ai entendus. Le moment de la blessure est celui qui a changé leur vie pour toujours, avec des infections persistantes. Ils devaient payer le personnel hospitalier par des pots de vin pour pouvoir entrer les hôpitaux. Ils ont suivi des tortures, ils étaient poursuivis, ont perdu leur maison. Mais ils ont survécu. Mais ce qu'ils ont perdu aussi, c'est leur confiance dans l'humanité. Après ces événements difficiles, beaucoup de patients, une fois qu'ils sont arrivés à cet hôpital d'MSF, témoignaient d'un épuisement émotionnel. Si bien que une intervention chirurgicale était considérée comme un stress supplémentaire. Donc, avant d'entrer au bloc opératoire, ils exprimaient souvent de l'angoisse et le personnel interprétait cela comme l'angoisse habituelle que l'on peut ressentir lorsque l'on va être opéré. Mais en fait, en réalité, ces patients avaient des flashbacks, se souvenaient de toutes les épreuves qu'ils avaient vécues auparavant. Ainsi, un patient un jour m'a remercié parce que j'avais tapé doucement à la porte de sa chambre quand je suis entrée pour pouvoir entrer. Et il m'a expliqué que lorsqu'on frappait fort à la porte, cela déclenchait chez lui une panique parce que cela lui rappelait les moments où il était chez lui et où il pouvait être arrêté à n'importe quel moment. Et donc, ces patients vivaient ces réactions émotionnelles dans le silence. Et lorsque j'en ai parlé au personnel hospitalier, ils étaient un peu étonnés. Et lorsque je demandais aux patients comment ils se sentaient à l'hôpital, la question illuminait leur visage et je voyais un sourire. Ils disaient que c'était un endroit sûr. Il parlait du personnel qui était accueillant, chaleureux, qu'on prenait correctement en charge le traitement de leur douleur. Et puis, il disait que c'était un hôpital où leurs blessures émotionnelles et physiques pouvaient enfin commencer à cicatriser. Ce qui était aussi évident dans ce séjour à l'hôpital, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de caractère informel. Les patients ne portaient pas les vêtements que portent habituellement les patients dans un hôpital. Ils portaient leurs vêtements habituels qu'ils avaient rapportés de chez eux ou qu'on leur avait donnés. Et parfois, j'étais même un peu perdue parce que je ne savais pas si je m'adressais à un patient ou à un membre du personnel. Les patients n'avaient pas peur de s'adresser aux chirurgiens dans les couloirs, de s'adresser à eux de manière tout à fait informelle, de même qu'avec le reste du personnel dans la cafétéria. Et c'était là qu'il y avait un mélange entre les patients et le personnel, avec beaucoup d'interactions et de dialogue entre ces personnes, et qui était tout à fait informel. Ce caractère informel et le fait que les séjours des patients étaient très longs ont
créer un espace qui était très riche d'interactions humaines, d'expressions, de perceptions, d'émotions, mais aussi parfois de dilemmes et de conflits. Ces détails sont décrits dans le livre, mais j'aimerais ici évoquer le dilemme intéressant qui a émergé au sujet des attentes des patients. Alors que je discutais de ce sujet avec le personnel hospitalier, particulièrement avec les chirurgiens et les kinés, ils étaient un peu stressés en parlant de attentes très élevées des patients qui étaient au-delà de leur capacité en tant que chirurgien et kiné. Mais lorsque je parlais aux patients, à aucun moment leurs attentes ne me semblaient trop ambitieuses ou trop extrêmes. En fait, tout dépendait de leur situation personnelle et ils disaient qu'ils s'attendaient à des améliorations, comme par exemple pouvoir remarcher, effacer la douleur physique, soigner l'infection, enfin avoir accès à la chirurgie, d'être traité avec respect, améliorer ma santé et pouvoir revoir mes enfants. Et ce qu'ils ajoutaient souvent dans ces conversations, c'était leurs espoirs d'un avenir meilleur. Et ils disaient qu'ils avaient souvent perdu espoir et que le fait d'être à l'hôpital de MSF avait réveillé cet espoir, ce qui était très important aussi pour leur bien-être émotionnel. Et ce dilemme était intéressant et méritait d'être étudié davantage. Et lorsque j'en ai débattu, particulièrement avec les chirurgiens qui sont très très proches des patients, qui sont très impliqués auprès des patients, qui connaissent leur histoire, ils avaient un sens de responsabilité énorme à l'égard de leurs patients. Et ça allait souvent au-delà du soin purement médical. Ils parlaient de leur tentative de donner aux patients de nouvelles vies, de reconstruire leurs anciennes vies ou de les ramener dans une vie normale. Donc, ce qui était intéressant dans ces conversations, c'est que ce corps médical avait aussi des attentes très élevées qu'il projetait parfois sur les patients. Donc, ils étaient un peu pris dans cet espace où il y avait le désir de restaurer ce qui avait été perdu pendant la guerre et un sentiment de culpabilité ou d'inadaptation à des choses qui n'étaient pas réalistes. Il y avait aussi un sentiment de tristesse lorsque on se rendait compte que l'avenir et la dignité de ces personnes leur avaient été volés. Il leur fallait donc un espace pour que cette tristesse, cette sorte de deuil s'exprime des deux côtés. Et au moment où j'étais à l'hôpital, et je trouvais que cet espace manquait, particulièrement pour le personnel. Et souvent, le personnel me disait que être confronté à un tel niveau de souffrance humaine avaient des répercussions négatives sur leur bien-être émotionnel et sur leur vie en général. Et ils étaient même étonnés lorsque les patients exprimaient un retour de grande satisfaction ou lorsqu'ils disaient que le traitement avait dépassé leurs attentes. C'était particulièrement vrai pour les patients qui s'attendaient qui avait repris la capacité de marcher, qui avait évité l'amputation. Et parce que les patients syriens avaient très peu d'accès à la chirurgie en Jordanie. Et puis, j'en ai rencontré quelques années après leur sortie de l'hôpital. Et en fait, ils ont décrit avec enthousiasme le fait d'avoir retrouvé une certaine indépendance, ce qui était tout d'abord important pour la toilette quotidienne, en fait. En fait, c'était retrouver une certaine dignité. Certains
ont pu trouver un emploi, mais non seulement ça, ils ont pu reprendre le métier qu'ils exerçaient avant la guerre. Par exemple, il y a eu un maréchal Ferrand qui a pu reprendre son activité et ça lui a permis de retrouver un nouveau sentiment de normalité. Certains se sont mariés, ce qui n'aurait pas été possible sans traitement. Et ils me disaient que leur premier enfant était né et ils remerciaient à la fois Dieu et MSF de leur avoir permis d'avoir un enfant. Mais tous les patients n'étaient pas satisfaits des résultats de ce traitement. Et la meilleure illustration que je pourrais en donner vient de l'observation que j'ai pu faire d'un patient irakien que j'ai rencontré au cours de sa dernière séance de rééducation kinésithérapie. C'est quelque chose qui est encore très vif dans ma mémoire. C'était une femme qui était élégante, une belle blonde et qui faisait très attention à la façon dont elle était vue. Elle était toujours bien apprêtée. D'après le kiné, c'était un miracle. Elle avait une jambe qui était plus courte que l'autre de 50 cm avec une claudication importante. Et au cours de l'intervention, ceci a été réparé et pendant la rééducation, elle avait un bon équilibre, une bonne assiette, elle marchait bien, elle pouvait s'asseoir, se lever. Et lorsque je lui ai demandé si elle était satisfaite du traitement et si cela avait répondu à ses espoirs, elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit non. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle a soulevé sa jupe et elle m'a montré son autre jambe qui était encore gonflée. Et elle m'a dit, en fait, je faisais face à ma claudication, mais ce que j'espérais, c'était que l'apparence de cette autre jambe allait être réparée par la chirurgie. Et ce qu'elle m'a clairement indiqué, c'était que sa priorité, ce n'était pas la priorité du programme, et qu'il y a une composante importante du programme de chirurgie qui avait été ignorée. D'autres patients avaient des réactions similaires, notamment ceux qui avaient des cicatrices très visibles ou qui avaient des altérations ophtalmiques. Certains disaient que pensaient que leurs cicatrices leur donnaient l'apparence d'être déviants. Ils pensent, ils me disaient la chose suivante. Lorsqu'on me regarde, c'est comme si ils voyaient quelque chose sur mon visage. Ils ont l'impression que je suis un criminel ou que je vais causer des problèmes. Et le fait qu'il soit sous l'examen des autres et qu'il est victime alors qu'on le perçoit comme un auteur ajoute un poids à ce concept. Il y a aussi les femmes qui se plaignaient qu'elles perdaient la possibilité de se marier ou que le divorce allait être inévitable. Certaines ont été abandonnées avec leurs enfants et c'est un fait qu'elles ont observé. J'ai aussi rencontré un jeune Irakien d'une vingtaine d'années et sa mère nous a dit que c'était une exception qu'il accepte de nous parler parce qu'il refusait toute visite. Et elle nous a dit que depuis qu'il était rentré quelques années auparavant, il n'est pas sorti de chez lui, il vit dans un isolement social total. Il présente une souffrance, une angoisse sociale et il a des pensées suicidaires. Ces patients nous disaient qu'en fait le programme ne mettait l'accent que sur l'amélioration fonctionnelle, sur le résultat fonctionnel. Et ils pensaient que c'était injuste. Alors que cette fonctionnalité sociale, qui est extrêmement importante pour le patient, pour les patients, était plutôt négligée. Mais l'expérience des patients
dans le domaine médical pendant ce soin et le résultat n'est qu'une partie de l'histoire. Pour beaucoup d'entre nous qui travaillons dans des contextes humanitaires et qui apportons des soins médicaux, nous mettons beaucoup l'accent sur ces points-là, mais les patients ont aussi leur motivation. Et j'aimerais partager quelques exemples avec vous parce qu'ils m'ont fasciné en termes de créativité de la part des patients pour essayer de se donner de nouvelles perspectives et pour mieux vivre avec leur passé. Alors, les mécanismes adoptés pour faire face étaient de s'exposer à d'autres patients qui avaient des antécédents ou des blessures similaires. C'est un peu surprenant parce que même les participants qui avaient des blessures graves ont entretenu cette approche. Et par exemple, je me souviens d'un jeune patient irakien qui disait que lorsqu'il observait les autres blessés dans l'hôpital, il s'est rendu compte qu'il n'était pas exceptionnel et que même s'il avait perdu un œil et sa main, il avait l'impression d'avoir de la chance par rapport à ceux qui avaient été, qui souffraient de graves brûlures. Et j'ai constaté aussi que les patients qui avaient une approche un peu fataliste étaient très calmes et acceptaient les choses. Ils disaient c'est la volonté de Dieu, c'est notre destin et on doit continuer à avancer malgré tout. Autre chose, c'est que le processus de cicatrisation, de rétablissement était lié aux auteurs des crimes. Les participants décrivaient des explosions aléatoires ou des militaires qui étaient à l'origine de leurs blessures. Mais certains ont vu les personnes qui leur avaient tiré dessus. Je me souviens d'un participant irakien qui a été blessé par un soldat américain et qu'ensuite il l'a rencontré à l'hôpital. Et ce soldat est hospitalisé parce que pendant l'invasion américaine de l'Irak, les hôpitaux étaient fréquemment visités par les militaires et des hommes étaient arrêtés de manière aléatoire au prétexte qu'ils étaient terroristes. Donc, c'était l'une des raisons pour lesquelles il l'a vu à l'hôpital. Mais il n'avait exprimé aucune colère, aucun reproche ou de haine contre cet individu. Et il m'a dit la chose suivante. J'ai vu la personne qui m'a tiré dessus pendant que j'étais à l'hôpital. C'était un jeune, il tremblait quand il m'a vu. Peut-être qu'il avait 19 ans. Il m'avait déjà blessé. Je ne pensais qu'à moi et à comment essayer d'améliorer ma situation à ce moment. Même si je devais le voir aujourd'hui, je ne lui ferais pas de mal. C'est à Dieu de lui faire payer ce qu'il m'a fait. Donc, ces participants exprimaient des pertes multiples, mais ils n'exprimaient pas de ressentiment contre les auteurs individuels de ces blessures. C'était plutôt un reproche collectif. Et puis ensuite, ils ont détourné leur attention sur d'autres aspects de la vie. Je me souviens d'une femme qui, pendant l'entretien, essayait de changer de sujet de conversation parce qu'elle avait pris du poids. Elle se demandait pourquoi elle n'avait pas changé ses habitudes alimentaires et elle se demandait que faire et elle demandait des conseils. Elle m'a dit que son plus gros problème dans la vie, c'était les commentaires et les critiques de son mari à son égard. Mais de l'extérieur, cela semblait tout à fait extrême parce qu'elle avait une famille avec 4 enfants, ils étaient nomades. Et ces 2 enfants, le plus jeune avait 11 ans, travaillaient pour que la famille ait de quoi manger. Donc en fait, elle parlait d'aspects de la vie qui étaient difficiles de changer, et elle essayait de détourner la conversation sur des aspects de sa vie qu'elle pouvait maîtriser et changer. Un patient m'a dit l'invalidité, le handicap, c'est dans la tête, c'est pas dans le corps et dans les regards. Il avait l'air d'être confiant et exprimait une certaine fierté au sujet de son amputation. C'était un contraste tout à fait frappant avec d'autres patients qui avaient été amputés. Alors, en fait,
Ce patient a été blessé alors qu'il essayait de sauver d'autres personnes. Et pour lui, cette blessure, ce n'était pas un symbole d'invalidité, mais plutôt un signe d'héroïsme. Et il avait un regard très optimiste sur les choses. Et je lui ai dit, pas d'autre handicap que le handicap financier. Donc on a parlé de l'histoire de ces patients, de ces participants, des traitements et de leur réflexion sur le traitement et sur ce qui leur permet de vivre aujourd'hui et de faire face à la situation. Maintenant, j'aimerais explorer un peu ma réflexion sur la rééducation et la réhabilitation des victimes de guerre. Donc, la guerre, c'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des conflits qui ont supposé des invalidités énormes pour des centaines de milliers, de millions de jeunes qui se sont retrouvés handicapés. Puis, on a ouvert des centres de rééducation partout en Europe et aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Et le corps, à cette époque, était perçu comme une machine avec des pièces dans le corps qui pouvaient être réparées et optimisées. Donc, c'est là qu'on a développé les premières prothèses, les premiers implants, avec une formation pour chaque patient, de façon à apprendre à ces patients à reprendre une certaine fonctionnalité pour accomplir certaines tâches. Ces vétérans revenez ensuite dans la société et avec un espoir de retrouver un emploi. Donc on avait créé un flou dans la frontière entre capacité et incapacité et c'était un sentiment partagé dans toute la communauté. On avait des discours publics tenus par le corps médical sur ces invalidités et qui étaient rejoints par ces vétérans blessés, notamment ceux qui avaient été amputés et qui demandaient à ce que leurs droits sociaux soient respectés. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la chirurgie plastique a ouvert un nouveau terrain. Et un chirurgien pionnier en la matière, M. Sir McIntosh, a développé de nouvelles techniques chirurgicales, particulièrement pour reconstruire les visages des personnes qui avaient été brûlées pendant cette période. Le personnel médical était conscient de la nécessité de travailler sur le corps du patient, mais aussi de les préparer à une réintégration douloureuse dans la société. Et McIntosh a créé ce qu'il appelait le club des cochons d'Inde, donc par des patients qui partageaient des blagues au sujet des expériences des chirurgiens sur leur corps, avec des photographies de ces personnes où on voyait leur visage déformé, qui portaient des costumes, qui fumaient des cigares et qui souriaient au cours de toasts pendant des dîners et qui pouvaient laisser penser qu'ils étaient d'une classe sociale supérieure. En fait, c'était une sorte de façon de protéger leur dignité et de leur permettre de retourner dans la société. Donc les concepts de réhabilitation avec participation des patients, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait à l'issue de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et les chirurgiens et les médecins ont été les premiers à dire que c'était nécessaire. Donc l'ergothérapie, le traitement médical et la réintégration sociale étaient considérés comme des devoirs médicaux. Et mes participants qui avaient eu des blessures peuvent être vus comme cela. Leur parcours doit couvrir tous les aspects de l'existence, les aspects physiques, émotionnels, sociaux et symboliques. Donc, en mettant essentiellement l'accent sur les aspects fonctionnels de la réhabilitation, la composante sociale a été perdue
dans le programme MSF, mais MSF en a pris conscience et a adopté une nouvelle approche thérapeutique. Et après ces travaux de recherche, un certain nombre d'initiatives ont été lancées dans l'hôpital d'Amman pour essayer de combler ces lacunes avec une participation des patients à la conduite de ces initiatives qui sont également décrites dans l'ouvrage. Enfin, la question est de savoir comment le Moyen-Orient va intégrer des milliers et des milliers de personnes qui sont invalides et qui vivent un handicap. Et je pense que c'est une question ouverte et c'est également le bon moment de conclure cet exposé. Merci beaucoup, Vania. Merci d'avoir lancé ce débat. Vous pouvez vous préparer à nous poser vos questions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une interprétation simultanée en français et en anglais. Vous pouvez donc poser vos questions en français ou en anglais. Et pour vous donner un peu de temps de réflexion avant que vous posiez vos questions, je vais poser la première et entrer un petit peu plus en détail sur ce que tu as dit à la fin. Tu as communiqué à l'équipe le résultat de tes recherches qui ont duré quasiment 18 mois. Donc, tu as communiqué ces résultats au personnel de l'hôpital et aussi aux responsables du programme à Amman. Est-ce que tu peux nous en dire, avant que ce soit un ouvrage, un livre, c'était un rapport, et le livre est différent du rapport, mais quelle a été la réception, l'accueil de cette recherche de la part du personnel? Tu as parlé des initiatives qui ont été prises à l'issue de ce travail, mais est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails sur les conversations qui ont eu lieu à Amman lorsque tu as commencé à présenter ces résultats aux médecins? Bon, merci beaucoup pour la question. Lorsqu'il y avait une vraie curiosité rapportée par les patients, et les gens attendaient avec enthousiasme pour la fin des recherches, lorsque j'ai communiqué de nouveau, il y avait des surprises. Une, c'était en grande partie, ils étaient reconnaissants pour les traitements, mais il y a aussi des sujets inconfortables qu'on a eus. Et en ce qui concerne certains propos, il fallait du temps pour ouvrir un débat et d'aller vers une phase plus constructive. Mais il y avait un vrai intérêt pour voir des améliorations. Après que je me suis retourné à Amman, je n'ai pas trouvé beaucoup des choses enthousiastes qui voulaient pour contribuer à ce qu'il disait. Et aussi l'étude de ce que pensaient pour comprendre les patients. Donc on commençait par là. Et on s'est concentré aussi autour des sujets des droits des patients. Et donc, on a travaillé ensemble avec les patients pour réfléchir là-dessus. Et lentement, ça a commencé à ouvrir les espaces pour impliquer beaucoup plus des patients dans les dilemmes. Il y avait d'autres initiatives aussi. Certaines étaient au sujet de devenir plus focalisé sur des patients pédiatriques. J'en ai pas parlé, mais le programme commençait à recevoir d'autres patients. Mais il y avait de plus en plus des patients pédiatriques et ils n'étaient pas soutenus émotionnellement par le traitement. Donc, il y avait une idée de créer un vidéo qui allait être présenté à d'autres personnes à l'hôpital pour pouvoir filmer les gens, des enfants, pour montrer aux enfants avant d'arriver à l'hôpital. En termes d'amélioration,
physique par la chirurgie. Aussi, il y avait un nombre de conversations et ce qui est devenu clair, c'est qu'il y a aussi des limitations chirurgicales à cela aussi. Il y avait l'exemple, l'utilisation de laser sur la blessure, mais il n'y a pas de preuve que ça marche toujours dans les situations. Et donc, ce qui manquait, c'est l'espace afin d'exprimer de ce désir et ses besoins et pour le personnel médical à répondre, à communiquer quels sont les risques et quelles sont les possibilités. Et donc, il y avait de nombreux débats intéressants, très pratiques, mis en œuvre après. Nous avons certaines questions déjà. Et donc, je vais demander en ligne, Eve Bruce a posé sa question, et puis on demandait aux gens qui sont en présentiel dans la pièce. Donc, Eve, c'est à toi, à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je voulais savoir, mais je me demandais si... Est-ce que vous, ou l'équipe de santé mentale, ou n'importe quelle personne, pour retourner à la socialisation, où il semble pas facilement, mais c'est plus que d'autres personnes pour retourner à la vie soi-disant normale, à personne à qui vous avez adressé en Irak, la personne qui a jamais quitté la maison. Est-ce que les patients disaient pour aider certains, mais pas d'autres, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut aider les gens qui ont des difficultés socialement de se réhabiliter, de rejoindre la vie sociale plus facilement? Est-ce que l'équipe de Monte Central est arrivée à des solutions pour ça, pour les aider? Merci pour la question, Eve. Ce que je voyais comme une différence, c'est que ces patients qui avaient un environnement familial de soutien, c'est ceux qui se sont réussis assez bien pour l'intégration sociale. Il y avait de nombreux des maris, par exemple, qui détestaient leurs femmes, qui étaient vraiment mal à l'aise avec leurs blessures, en commentant qu'ils acceptaient la situation, à quel point ils sont amoureux toujours de leurs femmes. Il y avait aussi des familles où la personne blessée était au centre de l'attention et d'essayer de réconcilier leurs besoins pour les encourager de sortir, trouver du travail. Et de mon expérience limitée, ça a joué un rôle très important dans leur intégration sociale. Ceux qui en ont souffert le plus, c'est ceux qui ont été blessés, certains qui ont été blessés comme un adolescent. Et aujourd'hui, ils continuent, mais ils vivent parmi les autres, d'autres blessures sérieuses. Les questions, ils avaient des problèmes d'acceptance. Mais il y avait certaines où l'environnement familial était assez compliqué. Et donc, ce qui m'arrive à l'esprit, c'est un des jeunes. Au début de l'interview, il était assez... ce sont les parents qui ont commenté, les pères qui disaient à quel point qu'ils essaient de le cacher pour qu'il soit recruté par l'armée. Donc, le père... il a été arrêté et le mot a rajouté à quel point il était inquiet avec la blessure de son fils qui pouvait être blessé. Et ce jeune homme a communiqué à quel point il a ressenti, mais tous les sacrifices faits par leur famille pour le protéger. Et donc, j'ai joué un rôle vraiment immense. Il semble que ça ouvre la possibilité d'éduquer et gérer
et valoriser l'environnement familial des patients pour optimiser la réhabilitation sociale. Je ne dis pas que c'est... Mais ça ouvre la possibilité. C'est pas sûr, mais ça ouvre la possibilité. Merci beaucoup. Donc, merci pour la question. Si vous pouvez vous fournir avec un casque, que ça peut faciliter Nathalie, suivi de Jacob, et on va retourner à Vania après. Merci Vania pour ta présentation. Mais je trouvais très intéressant le parallèle que vous parlez avec les clubs des guinea pigs. C'est une période de temps où il y avait une cohorte de jeunes hommes qui a battu dans le militaire, qui ont créé avec les médecins, mais aussi une sorte de réseau social, mais ça va continuer à long terme dans les clubs à Guinea-Pig. 3 à 4 unités et utiliser ça comme un réseau social pour aider avec l'intégration. Et donc, l'avenir qui sort d'Amman, ils sont des étrangers avec des réseaux avec les hommes et les femmes. Est-ce que ça a un potentiel pour s'auto-aider ou est-ce que c'est une population trop diverse d'être réseau vraiment très utile? Je sais qu'une fois à l'hôpital, quand ils quittent l'hôpital, quel genre de choses vont prouver être très utiles pour la continuation des soins pour eux? Et ça, c'était une des initiatives qu'on a tenté de faire quand je suis retourné à Amman. Et il y avait des parents qui retournaient à leur pays et ils allaient agir comme des patients experts. Et leur rôle serait, ils allaient préparer d'autres patients mieux avant d'arriver à Amman et aussi de recevoir les patients qui retournent chez eux après une longue période de temps où il fallait se rajuster à leur vie chez eux. Et donc, cette idée existait. Et malheureusement, une fois que j'ai quitté l'Amman, il y avait le COVID qui est venu. Et donc, je ne sais pas à quel point ça a déjà été mis en œuvre. Ma question, c'est autour le sens du domaine, parce que l'Amman, c'était assez unique avec une organisation humanitaire, parce que le temps déjà passé après la blessure et le temps que le patient passe à l'hôpital, ça veut dire qu'il y a une sorte de rapport qui peut être construit avec le personnel, entre les patients aussi. Et normalement, pour les projets humanitaires, on a vu des patients, pas normalement, mais en beaucoup de cas, on a vu des patients qui sont à l'étape aiguë, où ils passent moins de temps à l'hôpital. Et vous continuez à travailler pour MSF. Je me demande comment vous allez utiliser les leçons acquises que vous avez à mine d'Amman, par exemple la qualité de soins, qualité de vie, demander aux patients comment ils définir la qualité de vie, en pensant à d'autres projets où la temporalité n'est pas la même. Et quelles sont les possibilités d'améliorer nos rapports pour aider les patients dans une situation où l'échelle du temps n'est simplement pas là? Je crois que cette leçon d'apprise pourrait être applicable à d'autres programmes chez MSF, qui irait bien au-delà le temps de séjour pour les patients. Par exemple, ouverture l'espace des patients de communiquant le retour. Ça, c'est quelque chose que MSF se concentre sur, lequel il concède de plus en plus sur les droits des patients et informer les patients de leurs droits et travailler ensemble avec le personnel pour la mise en œuvre de ces droits. Ce qui a été bien apprécié à Amman, c'est que le personnel, à la fin, voulait de mettre en œuvre certains changements dans la communication avec les patients. Mais ils n'étaient pas sûrs des attentes de ce qu'ils pouvaient changer. Et donc, à travers l'information et du retour,
et pouvait créer l'espace pour avoir une augmentation d'espace. Et je crois que ça touchait, il y a des zones transversales qui pourraient être mises en œuvre effectivement pour augmenter les soins. Il y a dans ce que vous dites en parlant de la invalidité dans votre discussion, et ça c'est un mot que MSF n'est pas très confortable avec, n'a pas l'habitude d'utiliser. Et surtout dans ce projet, comme Marc a rappelé il y a tout à l'heure, c'est le projet de chirurgie reconstructive. Est-ce que vous croyez à votre travail, les réflexions qui a suivi, à mener à MSF de reformuler le projet de chirurgical? C'est quelque chose que nous avons présumé d'être un présent pour les personnes invalidées. Et il fallait mieux comprendre, c'était nouveau pour nous. Et pas une innovation en soi, parce qu'il y a des principes qu'on peut utiliser dans d'autres projets, mais comme une organisation humanitaire médicale comme la nôtre. Comme j'ai dit, l'étiquette de ce programme, ce n'était pas très compréhensible par les participants, mais ils ont vu eux-mêmes. Et ça, peut-être, c'est dû à aller vers peut-être un petit peu une notion de que les patients sont perçus comme des victimes, qui est dans plusieurs façons. Et ça, c'est mener l'empathie pour le personnel vis-à-vis des patients. Mais parfois, ils utilisent une image du patient où il y a quelqu'un qui il reçoit passivement le traitement. Il est vu comme ça. Mais je crois qu'on va petit à petit sortir de cette envergure par le soutien psychosocial qui a été adopté de nouvelles approches quand j'étais la dernière fois à l'hôpital. Et donc, ils ont essayé de reconnaître que l'approche personnelle, et on a besoin de ça, et que les patients même sont ceux qui devaient définir à quel point ils se sentent la capacité de faire certaines choses, et que le programme devait les soutenir dans ce sens. Bon, nous avons Marc Chacal avec nous, à nouveau, qui voulait réagir à ce que Vania disait. Et ensuite, on va être là avec une question de Lucie. Donc, Marc, merci pour la présentation. C'était vraiment très intéressant, un bon résumé des questions que nous avons fait face dans notre travail à l'hôpital. Vous avez parlé que c'est un projet de chirurgie reconstructive. Ça a été appelé ça comme de 2019. Ou 2019, on parle beaucoup plus actuellement d'une approche centrée autour de patients, beaucoup plus que nous avons fait il y a quelques années. Et j'ai essayé d'expliquer ça dans l'introduction, que la chirurgie et le traitement compréhensif, c'est mieux pour un traitement compréhensif. Il y avait un changement dans notre approche. Et même dans notre compréhension des soins qu'on fournit depuis l'étude, c'est quelque chose, on parle beaucoup de ça depuis, et la continuité des soins, une fois que le patient rentre chez eux, comment faire une bonne suivi de leur point de vue en termes de perspective, mais aussi pour la santé mentale et soutien mental dont ils avaient besoin une fois qu'ils rentrent chez eux. Et comment on peut impliquer les patients beaucoup plus exhaustivement dans le soin de santé. Ce n'est rien autour ce n'est pas les patients sans les patients même. Et il faut que le patient soit bien notre offre et qu'il comprenne les mots, que les chirurgiens, le langage utilisé par le patient. Et c'est une approche complètement basée sur le centré dans l'hôpital.
et aussi un comité des comités, et aussi la communication des patients et les travailleurs de santé. Et nous avons développé un mécanisme de plainte, de formaliser la façon que les patients donnent du retour et notre façon qu'on puisse répondre plus exhaustivement à leurs suggestions et à la charte des patients, des choses comme ça. Mais l'approche participative, c'est qui a déclenché et mis en œuvre sur le temps, et avec certains succès, avec les difficultés et les contraintes auxquelles on a fait face depuis 3 ans. Certaines choses ont été ralenties un petit peu à cause du COVID, mais l'approche est dynamique et la relation avec les patients a été changée depuis 2017-2018. Après l'étude que nous avons avec son résultat, c'est important de devoir partager les résultats comme nous avons traduit ces études, cette analyse dans les actions concrètes dans le programme même, au-delà de l'acte chirurgical. Donc, merci Marc pour la réaction et cette mise en œuvre. C'est juste, c'est un cliché dans le passé, c'est rassurant de voir à quel point que le programme s'est développé depuis 2017-2018. Merci Vania pour la présentation. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est le travail effectué par vous et que vous avez présenté. Il s'agit là de prendre le temps d'approfondir dans l'histoire de chaque patient, la patient. Et ça aide à humaniser qui ils sont, de notre point de vue pour MSF et pour le personnel, et aussi pour aider, grâce à cela, à individualiser les soins qu'on fournit. Que pour une organisation humanitaire, c'est vraiment parfois difficile quand on travaille avec un grand nombre de patients dans une courte période de temps. Donc, ma question, c'est que pas tous les projets le temps, le luxe de votre visite, mais de vous accueillir pendant une longue période de temps. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour d'autres projets, pour pouvoir, pas aussi étendu, mais aussi d'investiguer l'histoire de nos patients pour les mieux connaître, qui va aider à continuer le bon travail pour les patients. Mais d'après ce que j'ai observé, je dirais que les histoires des patients sont souvent connues par le personnel. Et parce que le personnel voit ça, ils connaissent leur historique. Mais ce que nous avons vu pour être compris dans le dialogue, pour qu'ils puissent influencer les soins qu'ils reçoivent. Et ça, c'est quelque chose plus lié aux pratiques quotidiennes, au lieu d'avoir beaucoup de travail et de recherche que nous avons effectué. Mais il reste beaucoup, parfois, c'est important de collecter des informations des patients, surtout avec des programmes à long terme. Ça peut former, donner forme au programme dans l'avenir. Donc, je vais donner le micro pour quelques questions et je vais retourner chez Lou. Donc, voici une question qui vient de Claire. Et elle demande, donc je lis sa question. Prenons en compte des nationalités et les gens qui retournent à des contextes différents. Est-ce qu'il y a des différences? Comment les patients créent des liens l'un avec l'autre ou avec des attentes différentes de l'hôpital selon les nationalités différentes? Deuxième question. Est-ce qu'il y avait une dynamique transnationale de Amman? Des patients des origines différentes voient le projet différemment. Et donc, je vais demander la question inverse. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu la dynamique du staff envers les patients? Et ça va dans les deux sens.
Exactly. So one Il y a une chose importante à mentionner qui est je n'ai interviewé que des patients irakiens et syriens. Et pour les patients yéménites, qui représentaient un groupe significatif néanmoins dans l'hôpital, ils n'ont pas été inclus dans l'étude simplement en raison de la sécurité qui ne me permettait pas de me rendre au Yémen à l'époque. Et cela aurait pu néanmoins en plus compromettre la qualité des entretiens. Alors, s'agissant de la solidarité parmi les patients, et en tout cas, les personnes que j'ai interrogées exprimaient cette solidarité. Souvent, ils disaient qu'ils se rendaient des petits services. Certains patients qui avaient des problèmes de mobilité étaient aidés par un autre patient. Certains ont noué des liens d'amitié. Un participant est venu un jour avec un ami, m'a dit combien il se comprenait, combien il s'encourageait pour se motiver aux séances de rééducation. Et il y avait de la solidarité dans l'hôpital. Indubitablement, je ne suis pas sûre pour la question de Claire. Est-ce que c'est la même que la tienne ou est-ce que tu pourrais la reformuler ? Est-ce qu'il y a eu une dynamique transnationale de solidarité à Amman ? Alors oui, la réponse était oui. Alors la question au sujet des perceptions et des relations entre le personnel hospitalier et les différents groupes. Il y avait des différences dans les propos qui étaient tenus par le personnel médical au sujet des patients en fonction de leur groupe. Il y avait beaucoup de compliments à l'égard des patients irakiens, assez neutres à l'égard des Syriens et assez négatifs à l'égard des Yéménites. Certains participants ont expliqué que ces différences de perception viennent uniquement du fait qu'il y avait déjà eu des contacts auparavant avec la culture des Irakiens, des Syriens, et moins de contacts avec la culture yéménite. Et le débat que l'on a eu à ce sujet était que, en tant qu'humains, on a tous et toutes tendance à tomber dans les stéréotypes. Mais dans un contexte médical, cela peut peut-être influencer les décisions qui sont prises. Je me souviens d'un rapport qui a été publié aux États-Unis qui montre comment les patients afro-américains qui ont les mêmes problèmes de santé qu'un Américain, on va dire, blanc, reçoivent moins de soins chirurgicaux. Et les médecins étaient complètement inconscients du fait que leur perception avait une influence sur leur décision médicale. Et lorsque l'on a abordé cette question à Amman, au départ, cela suscitait un peu de colère. Et on m'a demandé pourquoi j'évoquais cela. Et certains ont reconnu qu'ils avaient des stéréotypes en tête et que ces stéréotypes faisaient partie de leur vie quotidienne. Et ils avaient bien conscience du fait que cela ne devait pas se passer à l'hôpital et qu'il fallait avoir conscience des perceptions que les uns et les autres avaient. Il y a une question de Jean Hervé. J'ai une question au sujet des patients yéménites, mais on a déjà apporté une réponse. Outre cela, selon toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce travail de recherche ? Il y a eu un certain nombre de difficultés. L'une d'entre elles était que certains participants décrivaient
les actes de violence dont ils avaient été victimes de façon très graphique. Ils nous ont parlé de gens qui ont été tués devant eux. Et pour nous et pour l'équipe de recherche, cela a suscité des émotions qu'il a fallu ensuite prendre en charge. L'autre difficulté était liée au défi du travail sur le terrain en Irak. Lorsque nous menions les entretiens, c'était peu de temps après les élections et pendant le Ramadan. C'est un contexte sécuritaire assez contraignant pour nous et c'était aussi contraignant pour les participants qui ne voulaient pas parcourir de longues distances. Et parfois, il a fallu patienter avant de trouver le temps pour se rencontrer parce que certains participants ne voulaient pas forcément nous accueillir chez eux. Certains étaient un peu suspicieux, nous demandaient si on était des journalistes. Et avant les entretiens, il a fallu passer beaucoup de temps à les rassurer, à leur expliquer ce que nous faisions et quel était l'objet de la recherche. Et puis, parfois, il y a eu des moments où je m'interrogeais sur l'état psychologique de ces participants. Pour ceux qui semblaient un peu déséquilibrés, j'avais parfois l'appréhension qu'ils soient agressifs, surtout en Irak, parce qu'il y avait beaucoup de colère qui était exprimée en Irak, mais aussi finalement, au fil des entretiens, de l'entretien, l'ambiance a changé, le ton a changé. Voilà pour les difficultés principales. L'autre difficulté, ça a été de commencer aussi à rédiger sur ces sujets difficiles et sur la nécessité peut-être d'apporter des changements. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de résistance au changement. Et ça, parfois, c'était pas facile non plus. Voilà pour les principales difficultés rencontrées. Merci. Notre conversation a été centrée surtout sur Amman, ce qui est tout à fait logique, mais dans le secteur humanitaire et chez MSF, on parle beaucoup de l'approche centrée sur les patients. On en parle beaucoup depuis quelques années. Ça fait pas mal de temps que tu évolues dans ce monde par tes enquêtes de terrain pour des organisations humanitaires. Donc, plusieurs dizaines. Tu es aussi conseiller en anthropologie pour les opérations. Ça fait pas mal d'années que tu travailles pour MSF. Alors, c'est vrai que c'est un projet tout à fait exceptionnel, unique dans le monde, et pour MSF, mais quelle comparaison pourrais-tu faire avec ce que tu as observé ailleurs et quelles recommandations pourraient être applicables ou intéressantes pour d'autres projets, pour d'autres contextes de MSF ou pour d'autres organisations? Je devrais peut-être parler un peu plus de cette notion de l'approche centrée patient. On en débat de plus en plus dans les projets, dans les missions. Cela devient un axe essentiel. Et ce que j'ai beaucoup observé, c'est que cette notion reste un concept. Et ce que Marc nous a dit, c'est que cela s'est traduit par des vrais changements à Amman. Et ce qui est rassurant pour d'autres missions, d'autres programmes, c'est qu'en fait, il est possible, à partir de la bonne information, d'un bon leadership et de la motivation, de concrétiser cette approche. Et comme je l'ai dit,
avoir des personnes qui ont suffisamment d'expertise, qui tiennent compte du retour des patients, qui ont l'esprit ouvert. Et les idées qui ont été proposées par le personnel pour changer les choses ont permis ce changement. Et je pense que c'est un exemple qui pourrait s'appliquer à d'autres programmes. D'autres questions sur le chat, la boîte de discussion de Zoom. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes avant de conclure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai 2 questions auxquelles tu peux répondre dans l'ordre. Qui, toi, tu viens de Sharif, qui a été coordinateur de projet en 2013-2015. Donc, il connaît bien le lieu. Et je vais lire sa question. Alors que tu menais ces entretiens avec les patients, tu as évoqué les recommandations des patients. Quels ont été les principaux points qui ont été évoqués et quels ont été les points qui ont été débattus avec les équipes en vue d'une amélioration? Une autre question de Doris, une collègue. Merci Vania pour cet exposé très intéressant de tes travaux de recherche. Ce qui m'intéresse, c'est l'attitude du personnel hospitalier en termes de soins, de liens qui étaient apportés et comment cela était-il perçu par les patients. Alors, pour répondre à la question de Chérif, les recommandations viennent des points que j'ai évoqués dans mon introduction. Ce qui faisait souvent l'objet de commentaires, c'est donnez-nous de l'espace d'espoir. Ne dites pas que notre vie, notre traitement arrive à une fin. Donc on parle du bénéfice maximum atteint, c'est-à-dire le critère par lequel on considérait que le traitement était terminé à l'hôpital sans suivi ultérieur. Et pour certains patients, ce n'était pas adéquat, ce n'était pas approprié d'employer ce terme. Mais sur le plan médical, c'est un terme que l'on emploie pour dire c'est le maximum que l'on peut atteindre compte tenu du temps passé. Mais les patients disaient mais il y a encore une marge d'amélioration. Donc le MBA, le bénéfice maximum atteint, peut être un concept à revoir. Et la deuxième question, c'était de Doris. Oui, l'attitude, le comportement du personnel en termes de soins. Les patients et certains membres du personnel aussi les patients évoquaient les noms de certains soignants. Donc, ils se souvenaient d'eux parce qu'ils avaient été particulièrement gentils, attentionnés à leur égard. Dans l'ensemble, les relations étaient plutôt chaleureuses. Ils apportaient du soutien. Le personnel se préoccupait des besoins des patients et parfois ils sortaient de leur rôle professionnel et allaient au-delà de ce qui était attendu d'eux sur le plan médical. Ceux qui avaient... vous avez parfois des patients qui étaient qualifiés néanmoins de difficiles. C'était ceux qui posaient beaucoup de questions notamment. Et dans la lignée des réponses que tu viens d'apporter, je crois que tu n'as pas dit que certains membres du personnel viennent, en fait, de ces pays en guerre. Et je me demandais si tu pouvais nous dire comment ça... ils percevaient cela. Eux-mêmes avaient été témoins de ces actes de violence pendant la guerre. Et comment faisaient-ils face à ces patients qui souffraient de cette détresse mentale? Comment est-ce que travailler dans cet environnement
avait des répercussions sur la psychologie, sur le physique des patients, et qu'est-ce qu'on faisait justement pour ce personnel médical. Alors oui, c'est vrai. Certains membres du personnel étaient eux-mêmes issus des mêmes pays que les patients, donc l'Irak, la Syrie, le Yémen, et cela posait des difficultés supplémentaires pour eux. Tout d'abord, voir un ressortissants du même pays arriver, leur rappeler ce qu'ils avaient vécu dans le pays. Et puis, leur histoire à eux, c'était aussi une histoire d'exposition à la violence. Et puis, ils avaient encore des membres de la famille qui étaient dans le pays d'origine pour lesquels ils étaient préoccupés. Donc, c'était sur le plan émotionnel très dur au quotidien. Et puis, ils devaient faire face à leur propre situation personnelle. Et moi, j'avais le sentiment qu'ils ne bénéficiaient pas de suffisamment de soutien. C'est ce qu'ils ont exprimé. Il fallait aussi reconnaître qu'ils vivaient un stress supplémentaire. Merci. Peut-être la dernière question sur le chat. Et ensuite, quelques mots de Marc. Et puis, nous allons conclure. Une question de Judith Soussan du Crash également, qui écrit pour faire écho à la question de Jean Hervé sur ce qui a été le plus difficile. Je me demande si ta formation d'anthropologue t'a permis de trouver des choses que d'autres n'auraient pas vues. Merci de poser cette question intéressante. Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est de voir dans toutes les informations que je recueillais, ce qui m'a motivé, c'est qu'il était possible d'améliorer les choses. Et c'est encore quelque chose de moteur chez moi. Et sur le fait que je sois anthropologue et quel regard cela m'a apporté, j'ai été formée à avoir ce regard d'observateur extérieur au sujet que j'étudie. Mais peut-être que quelqu'un dans ma position aurait pris une perspective complètement différente. Il y avait aussi ma propre interprétation, mon propre point de vue. Et c'est quelque chose que j'ai également décrit dans l'ouvrage. Merci. Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Brièvement. Au sujet de ces approches multidisciplinaires et ce que l'on essaye de développer, je pense que tu l'as évoqué rapidement, mais c'est un problème qui est souvent évoqué, c'est le résultat fonctionnel de la chirurgie. Très souvent, on sous-estime la fonctionnalité sociale que tu as soulignée dans ton travail. Et lorsque l'on ne s'attache qu'au fonctionnel, c'est-à-dire marcher, manger, les gestes quotidiens, ce n'est pas dans les critères d'Aman, parce qu'il y a aussi un travail de chirurgie reconstructive, mais c'est vrai que reconstruire un sourire, reconstruire un visage et les expressions d'une émotion sur un visage, c'est quelque chose de très important qu'on ne peut pas uniquement aborder sur le plan chirurgical et qui doit être traité par une approche multidisciplinaire, notamment par la rééducation mentale, physique, et en abordant la question de la santé mentale. Et je pense que cette fonctionnalité sociale est certainement quelque chose qui mérite davantage notre attention si l'on veut avoir des résultats qui soient encore plus satisfaisants pour nous. Un commentaire à ce sujet? Non? Pas de commentaire. Merci.
nous allons conclure ici. J'aimerais vous remercier, Je ne vais pas conclure ce débat, mais j'aimerais vous inviter à rester en contact avec nous parce qu'il y aura certainement d'autres versions de ce livre qui va être traduit en français, certainement d'ici la fin de l'année. Et puis, il sera traduit aussi en arabe. Et nous allons nous assurer que le contenu de cet ouvrage sera débattu ici et ailleurs, mais aussi dans la région, et que les patients qui ont été l'objet de cette étude vont avoir un petit retour sur ce travail de recherche et certaines des observations, des conclusions auxquelles tu es parvenu restent matière à réflexion pour MSF. Donc merci beaucoup Vania. On reste en contact. Je n'ai pas les dates exactes des prochaines conférences du CRASH. Il me semble qu'il y en a une pour le mois d'avril et une autre pour le mois de mai. Donc restez en ligne sur les réseaux sociaux pour avoir les prochaines dates. Et bonne soirée et bonne nuit. Merci.